vieille photo, en noir et blanc, datée au dos, 21 décembre, hiver 43, nom de code, Dora. Mille manteaux, valises et chapeaux, marchetant comme un troupeau, savent-ils vraiment ce qui les attend? D'autres certainement. Écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure au nom de la mémoire, écoute grincer sa douleur. Et même si le bois vieillit, sa triste musique reste en lui. Un homme sourit comme pour dire merci à celle qu'il aime. A-t-il compris qu'il y a des voyages d'où on ne revient pas, des trains pour nulle part? Il voudrait rester juste l'enlacer, être né comme elle, ne plus se cacher, partager sa vie, revoir ses amis, Adam, Noah, Élie. Écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure au nom de la mémoire, écoute grincer sa douleur. Et même si le bois vieillit, sa triste musique reste en lui. Vint l'écho, la fin du ghetto, quelques étoiles sur un drapeau, mais la sienne qu'il portait si haut, c'était son défaut. Vous vous demandez certainement pourquoi une telle vidéo. Le 26 avril dernier était la journée mondiale du souvenir de la déportation. Et ce 8 mai, nous allons commémorer la fin de la Grande Guerre. Ça va faire 75 ans qu'elle s'est achevée. Et malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'anciens qui sont encore là pour nous rappeler cette sombre époque de notre histoire. Mais heureusement, à travers les écrits et les témoignages de beaucoup d'hommes et de femmes, le souvenir demeure et nous est transmis comme un trésor, comme un bien très précieux, que nous avons à accueillir, mais aussi à transmettre à nos enfants et aux générations futures. Parmi ces hommes et ces femmes, il y a le témoignage d'un soldat, un homme pas connu, un homme tout simple, certainement comme chacun de nous. Cet homme-là, c'était mon grand-père. Il a été prisonnier de guerre et il nous a légué un recueil de ses années en captivité qu'il a passées entre 1940 et 1945. Je vous propose d'en parcourir quelques extraits. Et je veux profiter aussi pour remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont prêté leur voix. Ce témoignage ne se veut pas un reportage historique, mais plutôt le regard d'un homme, ce regard sur la souffrance et sur la misère des hommes, avec l'espérance que la vie est toujours plus forte que la mort. Et c'est au regard de cette espérance que les paroles qui vont suivre dans ce petit film seront non pas accompagnées d'images de guerre, mais d'images de fleurs. Des fleurs, comme pour rendre hommage à toutes les victimes de la guerre, mais aussi à tous les hommes, toutes les femmes
et tous les enfants qui, aujourd'hui encore, continuent à être victimes des guerres à travers notre monde. « 23 juin, fin de la guerre. Le canon a terminé son murmure. Les officiers nous rassurent en nous disant qu'on rentrera prochainement chez nous. En arrivant à Strasbourg, le 29 au soir, nous sommes entourés de soldats allemands. Ceux qui ne peuvent pas suivre sont supprimés par une rafale de fusils mitrailleurs. Arrivé le soir à la caserne de Guinemer, on couche pêle-mêle, sans paille, sur le béton, rien à manger. Misère noire. La faim empêche de dormir. Le 17 juillet, départ pour la gare d'Oberhausbergen. On nous dit que c'est pour être démobilisé, mais je crois que c'est pour l'Allemagne, car pour un oui ou pour un non, c'est le fusil et la mort. Les soldats qui nous gardent sont méchants et sauvages. Nous arrivons à la gare après avoir fait 15 km sans pause, avec tout notre pactage sur le dos. On est très fatigué. Avec la faiblesse que nous avons, c'est le commencement des coups de pied et des crosses de fusil. On nous entasse dans des wagons de bestiaux, 50 par wagon. On est comme des harengs en fût. Départ avec toutes les portes fermées. Le train roule toute la journée et toute la nuit. Le 19 juillet, descente des wagons pour prendre de l'eau et faire ses besoins. 20 minutes et de nouveau sur la route. Le 21 juillet, les portes s'ouvrent et c'est la course à l'eau. On meurt de soif. Les coups de fusil résonnent. Il y a des victimes. Les pauvres sont laissés sur le bord de la voie. De retour dans les wagons. Pour combien de jours de misère? Le 23 juillet, on arrive dans une petite ville de Prusse orientale. À notre descente du train, les femmes et les enfants nous jettent des pierres et nous crachent à la figure. Cela ne nous fait rien, car on est brisé de fatigue et mort de soif. Jamais je n'aurais cru que la vie d'un homme
était aussi dur. Ce que les soldats sont durs avec nous, et on en verra encore bien d'autres. On met le sac au dos, et c'est la route par une chaleur étouffante. Insulte des habitants, surtout des enfants, on nous traite en bandits. On est environ 40 000 hommes. Après 15 km de marche, on arrive au camp. C'est le stalag IB. On nous fouille. On nous prend tout ce que nous avons. Linge, couteau, rasoir, ma montre également. Ça fait mal au cœur d'être dépouillé de tout. Je n'ai pu sauver que mon alliance que j'avais cachée dans mes semelles de chaussures. On nous coupe les cheveux à double zéro, désinfection et immatriculation. On perd son nom. Pour moi, c'est le numéro 43 522. Quelle vie de misère et de faim. Il y a des appels toute la journée et de plus en plus de mauvais traitements. Je crois que cela sera dur de sauver sa peau. Espérons qu'il y aura des améliorations et qu'on sera de retour en France assez vite. Nous partons du camp pour aller travailler dans la culture, dans des fermes. Je suis dans un groupe de 14 hommes. J'ai 2 chevaux et je fais la moisson. On travaille de 5 heures du matin à 9 heures du soir. 15 août, c'est la première carte que j'écris. Le jour de la Sainte Vierge, nous travaillons. Il n'y a pas de dimanche. C'est tous les jours la même chanson. Pour moi, le 1er décembre est jour de fête. Je reçois une carte. J'étais sans nouvelles depuis le 15 juin 1940. Noël est une grande fête pour les Allemands. Où je suis traité comme de la famille. Durant 2 jours, on ne fait que soigner le bétail. Mais on ne peut pas se promener. Il y a 1 mètre de neige. Jour de l'an. Tous échangent leurs souhaits. Pour nous, bien des choses nous passent par la tête. Le 13 janvier, je suis rappelée au stalag. De nouveau, fouille, douche et cheveux à double zéro. Je pars travailler à la scierie, à Königsberg. Il fait très froid, entre 35 à 40 au-dessous de zéro.
23 janvier, j'assiste à la messe. La dernière que j'avais vécue était à Strasbourg, le 27 juillet 1940. Le 26 janvier, de nouveau, retour au stalag par un froid que je n'avais encore jamais connu. De nouveau, fouille. Il trouve toujours quelque chose à nous prendre. Le 1er février, cette fois nous partons à Offenbourg. En tant que Lorrains, nous avons été interrogés par une commission spéciale pour voir si on voulait opter pour devenir allemand. Pour moi, la réponse a été tout de suite faite par un gros non. Départ le 6 février pour le stalag 5B à Wilhelmshaven. C'est un beau petit camp très propre. Il y a un prêtre. J'ai retrouvé les bonnes notions catholiques. Nous assistons à la messe et nous communions tous les jours. Et le soir, nous récitons le chapelet tous ensemble. Nous organisons une neuvaine du 15 au 25 mars qui sera suivie dans nos paroisses. Nous partons travailler à 25 km de Mulhouse, sur la voie du chemin de fer à Mülheim. Comme je regarde les chaînes des Vosges, mais nous sommes entourés de sentinelles et de chiens. Le travail est très dur avec peu de nourriture, beaucoup de souffrance et de mauvais traitements. Le 13 avril, jour de Pâques, nous avons assisté à la messe, mais nous n'avons pas fait nos Pâques. Le 25 mai, voyage retour au camp pour faire 21 jours de prison. C'est assez dur. On fera mieux la prochaine fois. Les 6 et 25 juillet, c'est l'anniversaire de mes petites filles. J'écris cette petite lettre qu'elles liront quand elles seront grandes. Au jour de votre anniversaire, je devrais être près de vous, mais la dure loi de la guerre n'a pas fait de grâce pour moi. Pourtant, de ma prison lointaine, je pense à vous bien souvent. Je voudrais, mes petites filles, vous offrir un cadeau. Oui, à votre âge, on aime jouer à la maman. De la vie, on s'est fait l'image. Hélas, on se trompe souvent. Des chiffons, car on est coquette à 5 ans, on sait déjà bien qu'une robe joliment fait hausser votre taille d'un brin. Un bijou, c'est un peu sévère. On n'ose pas trop y toucher. Puisqu'il est or, argent ou pierre, on ne sait où aller le cacher. Mais tout cela, voyez-vous, mes enfants, ce n'est pas pour un prisonnier. Il vit dans un monde où tout change. Des pauvres, il est le dernier. Donc, je vais vous offrir une chose bien précieuse, une larme de papa. C'est peu, mais quand vous serez grande, peut-être, hélas, vous pleurerez,
Et la valeur de cette offrande, c'est alors que vous la verrez. Par cette goutte d'eau si claire que l'enfant sèche d'un baiser, souvent cache le cœur d'un papa qu'un chagrin trop lourd a brisé. Les miens, que font-ils? Souffrance morale,